Retour sur le plateau de Politique avec nos invités, donc Michel Cotta, éditorialiste à Europe 1, Bruno Roger-Petit, éditorialiste à Challenge, et donc Pierre Briançon. En ce qui me concerne, merci. C'est très dur de se faire un nom dans ce métier. Mais non, mais c'est de sa faute. Oh, mais j'ai rien dit. Mais si. Donc, correspondant à Paris pour l'édition européenne de Politico. Donc, on était sur l'affaire Fillon. Malheureusement, eh bien, on peut faire des spéculations, mais voilà, on tourne un petit peu en rond. J'ai envie de me tourner donc vers vous, Michel, parce que bon, vous connaissez bien la vie politique française, et elle regorge de scandales à la veille des présidentielles. On a connu Chaban avec sa feuille d'impôt, VGE avec avec Bokassa. Et puis la cassette mairie, plus... Et puis Dominique Strauss-Kahn. Et donc, d'ailleurs, je vous propose d'écouter un petit extrait de Jacques Chirac, c'était en 2000. Je suis indigné. Indigné par le procédé, indigné par le mensonge, indigné par l'outrance. Madame Lucet, il doit y avoir des limites à la calomnie. Alors je vous le dis, ces allégations sont indignes et mensongères. Voilà pourquoi je demande que ces éléments soient transmis à la justice, afin que la vérité balaye la calomnie. Voilà, calomnie, complot, on connaît la chanson à chaque fois. Bon, ça ne l'a pas empêché, cela dit. Ça n'a pas empêché oui, mais ça a empêché ses ouais, adversaires, parce que l'affaire Schuller-Maréchal, qui est montée quand même par des réseaux chiraciens, a empêché Balladur. Campagne 95. Balladur. Et au même moment, les attaques commencent fin janvier. Voilà, ça, c'est la parce que dans le calendrier, on sait très bien que l'opinion commence à s'intéresser à l'élection à ce moment-là et va se cristalliser jusqu'entre fin février et mi-mars. Donc on est pile dans le calendrier, j'allais dire, traditionnel. Dès qu'on est dans le collimateur présidentiel, c'est-à-dire dès que l'étoile présidentielle s'allume sur votre front, on est immédiatement l'objet d'attaques. Autant le savoir et autant faire attention pour mettre ces dossiers en ordre avant que commence la bataille. Moi, je suis quand même stupéfaite, même scandalisée à l'idée qu'on puisse penser encore maintenant qu'on peut échapper à la presse, à l'opinion publique. Bon, c'est fini, ça, c'est fini. Il faut qu'ils s'y fassent une fois pour toutes. Alors, s'ils aiment l'argent, comme dit François Bayrou, s'ils aiment l'argent, alors ils ne font pas de la politique. Je trouve que c'est presque... moi, ça m'indigne, encore une fois. Alors, les autres affaires, Bokassa, bon, on voit bien, c'était monté mais un peu avant, hein, oui. L'année largement précédente. 1 an et demi avant. 1 an et demi avant. Donc ça a fait des ravages, mais ça a fait des ravages. Ça fait des ravages dans l'opinion. Et ça explique quand même que Giscard ne soit jamais remonté. Chaban... Il avait gouverné... Oui, Chaban, c'est pas pour ça qu'il a été battu. Enfin, sa feuille d'impôt a pesé très lourd tout au long de sa vie. C'était parti plusieurs années avant, là. C'est parti, là, beaucoup... très longtemps avant. Mais de la même façon, on ne peut pas dire que l'affaire Schuller-Maréchal ait fait chuter Balladur, mais ça a contribué à l'affaiblir à un moment qui était un moment très délicat. C'était fin janvier, début février, pareil. Particulièrement délicat, un moment où vous devez prendre en main l'opinion. Vous en êtes empêché parce que vous avez eu d'affaires dans... Ceci étant, Chirac s'est remis très bien de ces accusations d'emploi fictif de la ville de Paris. Oui, puisque c'est Alain Juppé qui a payé. Oui. Pierre, est-ce que c'est une spécificité française, par exemple, aux États-Unis ou en Grande-Bretagne, les députés, ils ont une cagnotte comme ça, est-ce qu'ils ont le droit de faire travailler? Ah oui, cette partie française-là... On a bien vu que Trump avait été élu et qu'il ne payait pas ses impôts. La vertueuse indignation sur quoi ils disposent de 9 500 € par mois pour payer leurs collaborateurs, ça c'est vraiment démagogique et populiste, parce que les Allemands, c'est 3 fois plus. Les Anglais, c'est 1,5 fois plus. C'est de l'ordre de 14 000 € par... Alors, en Allemagne, on interdit l'emploi des membres de la famille. Oui. En Grande-Bretagne, depuis un scandale, c'est limité à un membre de la famille. Donc, il faudra choisir, en l'espèce, il faudrait choisir entre le fils et la fille. D'une certaine façon, encore qu'ils ont été employés de manière successive. Donc là, ça n'aurait pas posé de problème. Un exemple du fait que les parlementaires ont besoin d'un personnel compétent pour les aider, c'est les États-Unis, où le montant mensuel de l'allocation pour les représentants comme les sénateurs, c'est 78 000 € par mois, qui équivaut, puisque vous alliez me poser la question, au taux du jour de l'euro à environ 73 000 €. C'est-à-dire 8 fois plus que ce que les Français ont. Mais ils ont un sénateur américain, c'est le patron d'une petite PME, avec des gens compétents dans les différents domaines de la législation. Le travail législatif est pris au sérieux. Comment ? Ils sont 100. Ils sont 100, tout compris le Congrès américain, ils sont moins nombreux que les Français.
De toute façon, c'est en tout, y compris les 100, ils sont 500 et quelques. Il y a 600 représentants. Mais ce sont, encore une fois, le travail législatif est pris au sérieux. Encore une fois, un sénateur, c'est pratiquement l'équivalent, presque l'équivalent du président en termes de prestige, d'autorité. Et ce sont des gens qui travaillent vraiment. C'est-à-dire le travail sur les amendements législatifs est fait d'un travail en amont, avec consultation de spécialistes, etc. Donc, c'est pas... je trouve que c'est même plutôt faible pour un parlementaire français d'avoir 9 500 € à sa disposition. Ça vous permet d'employer 2 à 3 personnes. Alors, effectivement, le problème, c'est quand un des attachés ou détachés en question prend les 3 quarts de... C'est toute la question, parce que ce que disait Michel sur son indignation, etc., qui est un sentiment dominant dans l'opinion, en même temps, ça va retentir sur l'ensemble de la façon dont la façon dont les politiques sont organisées, et on en vient en effet à mettre en cause le montant de l'allocation dédiée aux attachés parlementaires. Donc on en vient à affaiblir la représentation, et in fine, il faudra rétablir le suffrage censitaire. Ne pourront être élus que les gens qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir se payer, etc. Donc on est là dans un phénomène. C'est en ça que c'est dangereux, parce qu'on mélange tout, on fait l'amalgame, et on en finit par dire oui, mais tel montant. Mais comment peut-on s'indigner de quelque chose qui est légal, puisque dans le fond c'est légal. C'est légal. Mais oui, mais pour l'instant on ne sait pas. Personne n'a prouvé. Personne n'a prouvé qu'elle n'avait pas travaillé encore. Parce qu'en fait, parce que vous comprenez vous avez un problème de définition juridique du statut du collaborateur parlementaire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque parlementaire fait ce qu'il veut de ses collaborateurs. Donc il peut très bien en embaucher pour faire du conseil politique de loin. Il peut très bien en embaucher pour lui repasser ses chemises et faire du nettoyage ou aller chercher le café. Non, mais c'est ça. Et puis, en général, c'est le plus souvent, heureusement, il y a ceux qui participent effectivement au travail législatif, rédigent les questions écrites, orales et déposent des amendements. Mais il y a tout un panel qui fait qu'il est très difficile d'évaluer ce qu'est réellement le travail d'un parlementaire. Moi, je suis d'un assistant parlementaire. Moi, je suis obligé d'écouter ceux des parlementaires qui disent, très sérieusement, qui ne sont pas des amis politiques de François Fillon, il sera très difficile, juridiquement, je ne parle pas moralement, juridiquement d'établir qu'elle n'a pas travaillé. Parce que si elle est chez elle le soir, qu'il la voit et qu'elle lui donne des conseils politiques, c'est un travail. Après tout, il y a bien des gens qui, dans le privé, font ce métier-là, qui sont dans leur grand bureau sous des lambris formidables, qui vous donnent 2-3 conseils d'influence, qui facturent ça 15 000 €. Il sera quand même compliqué. Il faut payer toutes les femmes des députés. Alors. Il sera quand même non, mais je sais. Non, mais je sais. C'est pour ça que je dis bien juridiquement. Maintenant, effectivement, le problème moral, c'est pas quand elle travaille. Non, un des problèmes principaux, notamment, et des plus sérieux, c'est pas quand elle travaillait pour son mari, c'est quand elle travaillait pour son remplaçant. Oui, aussi. Et donc, avec apparemment échange croisé de bons services entre le cabinet de son mari. Et donc, il y a ce problème-là qui est un peu difficile à... Non, mais ça, j'entends bien tout ça. Ce qui choque dans l'affaire, c'est l'aspect moral. C'est-à-dire, quand vous avez Gérard Longuet qui déboule à la télévision pour défendre François Fillon en disant... Il a donné des salaires à ses enfants. C'est ce qu'on fait dans les bonnes familles. C'est catastrophique. Parce que je ne veux pas faire du Bourdieu, mais ça renvoie quand même à un habitus qui est complètement décalé avec l'état de l'opinion. Ce qui choque, c'est la raison pour laquelle il a été élu. Il a été élu parce que c'était un chevalier blanc. On disait enfin quelqu'un d'honnête. Alors, dans la mesure où on dit aux gens, maintenant, à partir de maintenant, 500 000 fonctionnaires dehors, les salaires, on va faire attention, vous passez au 39 heures et vous êtes payé 35. Bon, à ce moment-là, il faut faire 37, oui. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà. Il y a un décalage formidable entre l'image du personnage et ce qu'il propose. Voilà. À la limite, c'est effectivement l'image. Et ça, c'est pas légal. Ce décalage est, à mon avis, j'attire l'attention là-dessus parce qu'il est possible qu'au bout de l'enquête, les enquêteurs disent sur la partie travail parlementaire, il n'y a rien. Pour ce qui est de la revue des deux mondes, c'est autre chose. Abus de biens sociaux, elle pourrait être autre chose. Cela dit, sur le plan politique, je crois que le dommage est fait. Donc il a le choix entre 3 options qui vont du mauvais au pire que pire. Il part tout de suite. Il part dans un mois après avoir fait perdre un mois à son parti, où il boite jusqu'à l'élection en étant l'objet de plaisanteries. Il sera tué par le ridicule qui va s'attacher à ses pattes dès qu'il sortira, dès qu'il s'approchera d'un micro. Dans 15 jours, il est indéboulonnable. Dès qu'il aura... C'est pour ça qu'il dit 15 jours. Pour des raisons juridiques. Il demande patience. Parce qu'après, plus personne ne pense que les médias vont s'essouffler aussi, peut-être. Non, mais il y a le calendrier de l'élection. Il y a le calendrier de l'élection, c'est le 23. Oui, le 23 février, ouverture du dépôt des parrainages. 17 mars, clôture des parrainages. 21 mars, Laurent Fabius, il l'a annoncé dans une conférence de presse, annonce la liste des candidats. À partir de là, vous entrez sous le régime de l'article 7 de la Constitution. Donc si un candidat est empêché,
notion très vague en droit, il faut décaler l'élection de 35 jours. On n'a pas les moyens aujourd'hui en France de s'offrir une quasi-crise de régime de ce type-là. Et puis il faut réunir les signatures, en plus, ce que font remarquer les anciens présidents du Conseil constitutionnel, c'est qu'il faut réunir les signatures dans tant de départements. Il faut que les gens signent vraiment, apporter leur qu'ils les envoient eux-mêmes maintenant. Oui, mais c'est vrai que ça ne peut pas être fait en 15 jours. Non. Donc c'est ou dans 15 jours, tout le monde tombe d'accord et François Fillon ou reste ou part. Mais sinon, après, je ne vois pas comment on s'en sort. C'est-à-dire, s'il y a de la première partie de ce qui lui est reproché, c'est-à-dire tout ce qui touche à son activité de parlementaire, un classement sans suite, ça le renforcera objectivement. Et il pourra dire « j'ai mené la bataille contre des gens qui ont comploté », il accréditera la thèse du complot, et ainsi de suite. Mais si l'opinion reste sur ce qu'a décrit Michel tout à l'heure, on risque des conséquences en chaîne terribles, parce qu'en effet, on va se mettre à questionner le montant des allocations allouées aux attachés parlementaires, le principe même peut-être, et on va arriver à ce qui est déjà en cours, c'est-à-dire à l'affaiblissement progressif de la qualité du personnel politique, parce que la politique attire de moins en moins de jeunes talents, et en attirera de moins en moins, parce que c'est une vie sous surveillance permanente, je dirais. Il n'y a pas une minute de liberté. Et quand on songe à la façon, il faut faire très attention. Et quand on songe à la façon dont Jacques Chirac ou François Mitterrand faisaient de la politique, c'est-à-dire à peu près de la même façon, aucun d'entre eux ne resterait plus de 10 jours à la pression d'aujourd'hui. Aucun d'entre eux. Pourquoi faut-il qu'ils attendent à chaque fois le prochain scandale pour agir et faire des lois qui normalisent et qui nous mettent à peine au niveau de démocratie comparable? Pourquoi a-t-il fallu le scandale Cahuzac pour avoir enfin un parquet national financier? C'est monstrueux, c'est totalement monstrueux. Absolument, mais pourquoi fallait-il attendre ce niveau-là là, ils sont pouvoir modifier les procédures de... Donc, ils ont modifié déjà la loi en ce moment. Ils ont modifié la loi. Mais là, par exemple, Pierre, sur la base de ce que l'on sait de l'affaire Fillon, de ce qu'il faut bien appeler l'affaire Pénélope ou l'affaire Fillon, qu'est-ce qu'il faut changer dans la loi? Je pense qu'on a l'avertissement. Les exigences de transparence sont là, elles existent dans la loi. C'est d'ailleurs ce qui l'a conduit, comme soulignait Michel, c'est ce qui l'a conduit, et il l'avoue lui-même d'une façon un peu étonnante, que comme l'opinion ne comprenait plus ce genre de pratique, il y a mis fin, donc pas du tout parce qu'il a pensé que ça ne pouvait plus durer, c'est parce qu'on l'obligeait à le faire, d'une loi qu'il avait fortement combattue. Donc là, je ne suis pas sûr qu'il y ait une loi spécifiquement à changer en l'espèce, si ce n'est celle peut-être de ça qu'on verra sur la définition du travail parlementaire, mais ça c'est autre Alors, on va jeter un œil au sondage, puisque c'est dans le fond la seule photographie qu'on ait depuis cette affaire Fillon, et c'est un sondage Elab avec, pour le premier tour de la présidentielle, donc Marine Le Pen qui est à 27%, Emmanuel Macron 23%, et François Fillon qui prend la troisième position, donc avec 20%, Benoît Hamon avec 17% et qui dépasse Mélenchon, mais ça déjà... Avant, ce qui est intéressant, c'est Emmanuel Macron qui donc dépasse François Fillon. On voit qu'il ne dégringole pas réellement, mais il s'effrite un peu. Bruno, ce sondage vous inspire quoi? Ce qui m'inspire, parce que d'une certaine façon que Fillon ait un peu décroché, c'est logique. Dans la semaine. Rien en revanche, ce qui est stupéfiant, c'est Benoît Hamon, qui passe d'un socle d'intention de vote de 7 à 8%. C'était le cas il y a encore 10 jours, même pas une semaine, qui passe d'un coup à 17% dans ce sondage et 18% dans d'autres. Ça, pour le coup, moi, je suis stupéfait. C'est-à-dire qu'en quelques jours, il a vidé Mélenchon d'un tiers de son électorat. Il l'a ringardisé. Du vote populaire. Mais oui, mais... Pourquoi Comment vous l'expliquez? Il y a une volatilité aujourd'hui qui est absolument hallucinante. On dit ça à chaque fois. Non, mais dans ces proportions-là, moi je me souviens quand Georges Marchais tombe de 20 à 15% sur une élection, alors que le Parti communiste faisait plus de 20% pendant 30 ans, ça avait été un choc considérable. Aujourd'hui, on voit des chiffres où, d'une semaine à l'autre, tout bascule, tout est renversé. Et en plus, là, on est dans la marge d'erreur. Donc, ça veut dire qu'on entre dans une zone où il peut effectivement tout arriver. La seule chose qui paraît... En l'état, je dis bien en l'état, certaine, c'est que Marine Le Pen va tout droit au second tour de l'élection présidentielle. Et que la vraie question aujourd'hui, ce sera de savoir qui va l'affronter à ce second tour présidentiel. Plus Fillon, alors plus la droite, a priori, à aujourd'hui. Sur le problème de Mélenchon, il y a aussi ce qu'on peut pas nier. C'est-à-dire, ça fait maintenant 5 ans qu'on entend dire la même chose.
Ouais. Il peut être qui s'est mis dans le même panier que les Le autres. dégagisme va le rattraper. Oui, le la dégagisme. 6e République, Il a théorisé des choses qui ne lui-même. parlent pas forcément aux Français. La 6e République, franchement, tout le monde s'en Ouais. fiche. Bon, et ça a été un de ses thèmes. Tandis qu'il faut dire qu'Hamon a pris un thème bien carré, bien solide, qui est voilà, une indemnité à tout le monde. On s'arrangera après pour savoir si y a des Hamon, étapes, vous le dire, évidemment. C'est très flou. Donc, évidemment, c'est un thème qui est plus susceptible de réunir De tous les des jeunes. dinosaures de Et la vie politique française qu'on et a de connus siphonner, là. ces 20 dernières Siphonner. années, il ne reste plus que Mélenchon et Fillon, qui était d'ailleurs un personnage secondaire jusqu'à présent, qui était plutôt Ouais. un second rôle. qui avait gardé Mais sa il ne reste plus que ces deux-là, modestie. et ces deux-là, un est peut-être en voie de marginalisation, et l'autre est peut-être sur la voie du départ. En tout cas, vous disiez, on tourne en rond, et c'est vrai, on est, comme dit Rébar, on est en train de conjecturer. Donc, tout ça est un peu... voilà, ça ne durera pas. Donc, les quelques secondes qui font que c'est peut-être vrai, c'est que si vous avez un deuxième tour, Fillon-Le Pen, c'est plus du tout un deuxième tour assuré pour le candidat de la droite qui deviendrait le candidat d'une majorité du pays. Ça n'est plus du tout assuré. Et si vous avez un deuxième tour, Hamon, Marine Le Pen, vous avez tout autant, pas une quasi-certitude, mais presque, de voir Marine Le Pen l'emporter. En revanche, c'est ça pour le moment. Macron, Le Pen. Voilà. Mais je vous laissais le privilège de le dire. Le véritable enjeu, parce que c'est comme ça que ça va se poser, c'est que vous allez avoir aujourd'hui, compte tenu de l'effondrement de la droite, une course entre Emmanuel Macron et Benoît Hamon sur le thème la présence d'un candidat de gauche ou du camp du progrès est possible au second tour. Donc il ne faut pas jouer avec la question du vote utile. Il faut voter utile. Et de ce point de vue-là, le programme économique et social de Macron est plus en adéquation avec ce qu'attendent quand même un certain nombre de Français que les électeurs aujourd'hui de Benoît Hamon. Parce que Benoît Hamon, il va entrer dans une zone de vérité. De la même façon que François Fillon était entré dans une zone de vérité après la primaire. Quand on va découvrir un certain nombre d'aspects de son programme, qui sont pour le moins étonnants, par exemple la possibilité de révoquer une loi avec un espèce de référendum d'initiative populaire ou de pétition, comme n'importe qui. Valls, le candidat de la feuille d'impôt. Voilà, tout ça. Voilà. Et puis, moi j'en reviens toujours là, l'incarnation. Enfin, il y a toujours un moment où un président de la République doit se poser en Jupiter, pour reprendre les vieux préceptes de Pilon. Donc aujourd'hui, Benoît Hamon, c'est pas vraiment Jupiter. Oui, sauf qu'on croyait qu'il était le numéro 3 ceux qui se posent la question et qu'il a gagné quand même. Oui, certes. Vous savez, cette espèce de question mais dans un vote de clientèle. Posée sur Macron, vous l'imaginez face à Poutine, face à Trump, etc. C'est une vraie question légitime d'ailleurs, parce qu'on l'imagine. Avec Benoît Hamon, pardonnez, mais si elle ne se pose pas, là, il y a un petit problème quand même. Et puis, Jupiter. Et puis son revenu universel, ça fait penser un peu à comment il s'appelle, Marchais, il a allé prendre l'argent là où elle est. Oui, mais enfin, il a beaucoup changé. Maintenant, ça devient une espèce de revenu décent, comme avait dit d'ailleurs. Il y a l'annulation de la dette aussi. Pour les jeunes. Michel, on travaille moins, 32 heures. Le travail, ce sera plus comme avant. Donc, ça va être une société du loisir. Je veux dire, c'est un argument qui plaît aujourd'hui. Peut-être à une partie. Ministre du temps libre. Qu'il était ministre du temps libre. Je crois que François Fillon, quand il était au Sénat, ne devait pas travailler 32 heures, non? C'est pas ce qu'on dit. Oui, d'ailleurs, les hommes politiques travaillent en 32 heures. Mais c'est vrai qu'il y a en concentré quelque chose de très compréhensible pour les gens qui sont allocation et 32 heures. Ça, alors, il y a plein de gens qui sont d'accord. Nous, on ne l'est pas. Mais d'abord, la question que je voulais, si vous permettez, que je voulais poser aux spécialistes de Macron, c'était est-ce que la marge de progression de Macron est plutôt dans l'électorat de Fillon, ce qui me semble, ou est-ce qu'il a des marges à gratter chez Hamon? Moi, il me semble que là où il peut faire des progrès, les Valsistes, ils sont déjà allés chez lui. Non, mais les Valsistes, ils sont déjà... Non, les Valsistes, ils sont... Pas tous. En termes d'opinion, je ne parle pas des députés. Je ne parle pas des députés, je parle de l'opinion et des électeurs qui se décident. Je pense qu'ils sont déjà chez lui, ils se déclarent déjà chez lui depuis un certain temps. Donc, qu'est-ce qui lui reste à gagner du côté de la gauche? Je n'ai pas l'impression qu'il a beaucoup de marge de progression de ce côté-là. Hamon a une marge certainement d'effondrement puisqu'il bénéficie de l'effet dynamique, la campagne. Il n'a pas été mauvais à la télé, je trouve. Franchement, il est plutôt... il vous fait prendre des vessies pour les lanternes avec un certain talent oratoire ou télévisuel. Mais Macron, il va chercher où ce qui lui manque? Vous avez cité le sondage là, bien un sondage IFOP hier qui le montre juste derrière Fillon, enfin pratiquement 21-20 tous les deux. Ils sont dans cette espèce dans la marge d'erreur. Il y a un socle
indécrottable d'électeurs conservateurs qui verront Oui, pas mais- autour de 20%. Il y a un score, il y a un socle Oui, il y a le indécrottable socle, il y a d'électeurs socialistes. Hamon était fort, quoi. minoritaire au Parti Qu'est-ce qui socialiste, reste pardon, mais Il l'est toujours. Hamon était minoritaire et il l'est Ouais. toujours au Parti socialiste. Donc il y a une majorité du Parti socialiste qui n'est pas encore complètement, qui n'a pas encore Il peut fait être son séduit jugement. par Macron. Il Et- peut être séduit par Macron. C'est le travail qui est devant Ouais. Macron, mais l'accomplira-t-il, ça je ne sais pas. Voilà. De même, il survivra-t-il à 2 questions majeures qu'on pose à chaque fois à Bruno et que je repose donc. Première question majeure, avec qui donc gouvernerez-vous? C'était la question qui avait tué François Je suis pas Bayrou en gouverné, moi. 2007. Avec qui gouvernerez-vous? Emmanuel Macron. Et d'autre part, en effet, dans la situation du monde telle qu'elle est, où l'Europe est seule face à 3 ennemis, la Russie, la Chine, les États-Unis, comment on survit? Est-ce qu'on se confie à un jeune homme de 38 ans sans expérience? C'est ça la grande question, les 2 grandes questions qu'il va devoir Mais affronter regarde, oui. et dont je ne sais Mais alors, pas. franchement, Je lui arrivera à convaincre. à qui d'autre se Je ne sais confier pas. Non, mais je- Ah, François je- François Hollande était Non, non, premier mais- secrétaire du Parti socialiste. je crois qu'on n'est plus dans un temps C'est un homme mûr Ou la- de 57 où ans. la construction des figures présidentielles Oui, mais- se fait avec le cursus talent honorum ne fait qu'on pas, a connu autrefois. ouais. C'est-à-dire, je suis élu, député, je deviens ministre, pendant 20 ans, je me pose devant les Français, et puis un jour, je vais devant eux à l'élection présidentielle. Je pense qu'on est en train de sortir de ça, Peut-être. profondément. Ouais. Je rappelle, François Hollande est devenu... marque. il avait une existence politique, mais il n'avait jamais été ministre. Ça lui a coûté. Hein. Donc ça change. Ça lui a On est coûté en cher. train de se raccorder parce que les Britanniques l'ont fait avec Tony Blair, les Américains l'ont fait avec des gens comme Kennedy ou Clinton. On a eu Matteo Renzi, même s'il n'est pas passé par le suffrage universel en Italie. On arrive quand même sur un schéma aujourd'hui Ouais. Très différent. où C'est vrai. on est une puis, partie des gens Il y a sont une prêts saga, à faire. Macron. Il y a Voilà, une et puis il y saga, a une Macron. aventure. On voit- Et puis sur la on a réussi, question, ouais. sur la question de la En majorité, feuilleton politique, ce serait Sur la La question, question, il n'a formidable. pas encore été attaqué. Sur On la disait question- tout à l'heure, les affaires, les trucs, les machins, il n'a pas encore été attaqué. Jean-Marie, Quel je sera voudrais vous son répondre degré sur de un point. résistance à Jean-Marie. cela? C'est autant de questions. Non, non, c'est mais- vrai. Oui, oui. Après, on voit bien que sur la question- on voit bien qu'un deuxième tour, Sur la Macron question Le de la- Pen est mieux qu'un Bruno. deuxième tour Hamon Le Pen ou Fillon Le Jean-Marie. Pen. Sur la question de la vous majorité ré- parlementaire, s'il est élu président de la République, mais il n'y aura aucun souci. Vous allez avoir tout un tas de députés sortants socialistes qui feront le siège de En Marche pour avoir des l'étiquette En centristes, Marche. et des Ou conservateurs. Et des centristes. Ou même Et conservateurs. Donc il n'aura que l'embarras du choix pour coller son étiquette majorité présidentielle sur tout un tas de gens qui seront très heureux de l'avoir et qui seront très heureux d'entrer dans la majorité Enfin, par rapport à présidentielle. Bayrou, qui était un peu un dilettante de ce point de vue-là, Macron a été très professionnel, très insistant, très minutieux sur la question de la préparation des législatives. Ah oui. Là, qui va investir, d'investir. Il y a une tout le commission monde. Merci, d'investiture, merci. 9 membres présidés par Jean-Paul Delevoye. On n'a pas parlé de Bon. François Et eux ne font Bayrou. pas l'erreur de Parce faire que désigner les Bayrou, on candidats sait par pas, les on sait militants. pas ce qu'il va Pire faire. des Mais il, situations. peut attendre il attend lui Juste aussi le un 15 mot, février. Juste c'est un mot, tout. parce qu'il y a un Jean-Marie, il faut petit scoop délivré par Bruno. Ah bon, c'est quoi? Le soutien de Jean-Paul Delevoye, ancien président du Conseil Oui, économique et oui. social, vieil élu Oui. RPR de droite qui rassure, etc. Oui, il est grand, il inspire confiance. C'est pas une petite conquête. Non, Tout à fait. il y en aura Merci. d'autres. Eh bien voilà pour le scoop. Merci Jean-Marie. Merci à tous. Merci à Pauline Hellman d'avoir préparé cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. À très vite.